Chef, moi, je suis fier de faire partie de ton équipe. Merci et je te laisse le crachoir. Bien, d'abord, bonsoir tout le monde. Toutes mes excuses pour avoir créé un suspense quant au moment de mon arrivée, mais je constate qu'on vous avait confié à Christina, ce qui, de l'opinion générale, est probablement plus agréable que d'être pogné à m'écouter moi. Alors, ben merci Christina. C'est bien gentil. Et quand j'ai vu ça, je dis, ben voilà du monde débrouillard. Salutations à tous les membres de l'exécutif de Rivière-des-Mille-Îles, aux militantes, aux militants. Salutations aux candidats et candidates qui ne sont pas encore des députés, mais pour lesquels c'est une question de temps. On est probablement dans les semaines plus que dans les nombreux mois à cet égard-là, bien qu'on ne le sache jamais. D'ailleurs, on l'est peut-être mieux qu'on le pensait, parce qu'on a un débat sur C-19. On ne devrait jamais appeler les lois par le nom intime C-19 parce que le monde en général et nous autres, on ne se démêle pas avec des noms qui sont aussi attachants. C'est comme des sobriquets. Oh, mon petit C-19, toi. Et C-19 prévoit une élection en temps de pandémie. Or, le Québec est sur le point d'atteindre son 75 de taux de vaccination premier vaccin et dans la foulée, le 20 de taux de vaccination deuxième vaccin, ce qui, selon les standards qui s'installent de plus en plus, établirait ou autoriserait un déconfinement dont on nous annonce des grands morceaux pour la semaine prochaine. Ça, c'est la première bonne nouvelle pour Luc Desilets parce que Luc Desilets vient d'apprendre qu'à partir du 28, il va pouvoir recommencer à fréquenter les terrasses d'Ottawa. Elles n'ont qu'à bien se tenir. Je pense qu'il va en faire 4 par soir. Christina ne sera pas loin derrière. On a des petites bêtes vigoureuses quand même. Donc, dans les prochaines semaines, on pense qu'il va y avoir possiblement, mais ça sent ça pas mal, une échéance électorale. D'ailleurs, lorsqu'on a affaire aux libéraux sur C10, un autre petit sobriquet sympathique et affectueux pour une loi sur, même quand on dit son nom, celle-là, loi sur la radiodiffusion, on est encore loin d'une compréhension généralisée des enjeux. On leur a dit, parce que c'est la seule manière que ce soit adopté avant la fin de la session et conséquemment avant l'élection, il n'y a pas un libéral qui a eu le réflexe de dire « ben non ». Alors, on comprend tous qu'on a l'obligation d'être prêt à cette échéance-là. Salutations aux députés déjà en place qui y ont goûté, mais qui ont goûté à une session, pas une session, mais une législature éminemment différente, complexe, une législature qui ne nous a pas permis de vivre le parlementarisme tel qu'il se vivait autrement. Est-ce que c'est meilleur? Est-ce que c'est pire? On le saura. Mais malgré la distance, et je ne me donnerai pas le mérite de ce phénomène-là, si ce n'est d'avoir réussi à recruter les candidates et les candidats de l'élection de 2019, c'est l'amitié extraordinaire qu'ils ont entre elles et eux, malgré des différences, parce qu'on aura beau dire ce qu'on voudra, c'est pas tous des personnalités similaires. Louis Plamondon a un vécu qui n'est probablement pas le même que celui de Christina. Mais tous ces gens-là, malgré tout, ont une espèce de cohésion qu'ils n'ont pas construite en étant ensemble sur le terrain ou dans le Parlement. Ils ne s'y croisent que très rarement. C'est probablement parce que de façon naturelle, il se trouve des atomes crochus, il se trouve des sympathies, il se trouve un engagement partagé vers quelque chose de plus grand que nous autres et qu'ils ont l'air d'y prendre un grand plaisir. On n'a pas de députés qui se morfondent dans le malheur. Et ça, c'est peut-être une bien belle perspective pour la nouvelle mouture 2021 qui se prépare. Alors, salut et bonsoir à vous tous. Luc Desilets. J'ai déjà raconté en plusieurs circonstances les circonstances, en effet, de notre rencontre dans une circonscription qui s'annonçait ni facile au niveau de l'organisation, ni facile au niveau de l'investiture, ni facile au niveau de l'élection comme telle. Et arrive dans le bureau de la permanence nationale, entre pollution et camions, que José Baudin occupe maintenant, arrive Luc Desilets qui dit « ben moi, ça me tente ». Et honnêtement, je ne le connais pas. Je sais qui est son illustrissime père, mais lui, je ne le connais pas. Et il sort de là, et ma foi, je suis passablement séduit par le bonhomme. Et ce n'était que le début. On se transforme dans un métier comme celui de député.
nous ne sommes plus la même personne que nous étions dans pas long, il y a 2 ans. Vous comprenez ce que je veux dire? On évolue, on change, on se transforme. L'éloquence, la structure de l'idée, la façon de s'exprimer en public, Luc a développé ça avec une aisance qui ne lui a pas enlevé certaines de ses caractéristiques. D'abord, il est un des députés les plus attachants du Parlement. Il n'y a personne qui dit pas l'air bête à des îlets. Il n'y a personne qui oserait penser ça de Luc. C'est le gars attachant, sympathique, qui exprime la rigueur de son propos sans l'ombre du début d'une arrogance. Il a l'air d'être encore comme surpris comme un gamin d'être un député, d'y avoir déjà rêvé, puis d'avoir un plaisir fou à être un député. Et il a toujours un petit truc dans l'œil, regardez-les comme fou. Il a son côté bienveillant. Et il y a quelque part dans le coin de l'œil la petite analyse qui n'arrête pas. Et là, on reconnaît le gars qui a été directeur d'école. J'imagine qu'il n'interpellait pas les jeunes avec une batte de baseball, mais que quand il les écoutait, il fallait qu'il aille chercher de l'information que le jeune n'avait pas nécessairement envie de dire. Il a la capacité d'analyser, de saisir ce qui se dit, mais de ne pas dire « je suis en train de t'analyser ». On a l'impression que ça se fait tout seul, que ça se fait de façon suave, que ça se fait de façon bienveillante, que ça se fait de la part du gars qui dit « moi, vous savez, j'ai rien à prouver et j'ai beaucoup à donner ». Et il le fait avec brio. Il le fait aussi dans des dossiers qui ne sont pas des dossiers faciles. Vous savez, quand on se lève le mercredi matin et on dit « la grande journée devant nous, on va parler des anciens combattants », ça se pourrait que tu ne sois pas sur la première page du Journal de Montréal, quoi qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. On ne voit pas toujours venir les dossiers qui vont être aussi énormes qu'ils l'ont été. Et il l'a fait avec un engagement qui, malgré la discrétion que les médias pourraient lui avoir imposée, s'est toujours avéré élégant. Gentleman. Un espèce de sens du devoir et de l'honneur. Je ne l'imagine pas avec un katana à faire le samouraï, mais il y a quelque chose de très honneur dans sa vision. Honneur bienveillant, honneur souriant, mais honneur tout le temps. C'est un gentleman, cet homme-là. Et il a été testé sur son gentlemanship parce que je suis moins que lui. Moi, je pourrais dire avec une certaine candeur qu'il n'est pas confronté dans le dossier du revenu national à la plus performante des députés libérales. Je le dis gentiment, là. Je me sens surveillé. Mais si tu dis, écoute, prépare-toi comme il faut, tu as un débat avec Diane Leboutillier, ça se peut que tu dormes tranquille. Ça se peut. Ça se peut que tu connaisses mieux ces dossiers qu'elle. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Et là, arrive le dossier de la prestation canadienne d'urgence. Ça serait facile de dire, on va déchirer 4 chemises, on va péter une coche. D'abord, si on a besoin de péter une coche sur la PCU, on a à l'intérieur, c'est correct. On a toujours un backup de pétage de coche. Mais si on veut avoir une approche séduisante de l'enjeu, ça se pourrait qu'on soit bien heureux que ce soit un Luc Desilets qui le prenne. Parce que ce n'est pas qu'un petit enjeu. Comment on fait pour ne pas avoir l'air démagogique lorsqu'on dit quelque chose qui est tellement gros, parmi un paquet de sujets qui sont tous eux-mêmes tellement gros, que tu dis on ne réussira pas à faire passer dans l'opinion publique qu'il y a, selon les chiffres même de l'Agence du revenu du Canada, au-delà de 900 000 personnes potentiellement fraudées par des bandits. Là, tu ne peux pas frauder quelqu'un par accident. C'est des bandits. Et l'Agence du revenu du Canada tergiverse, dit que ce n'est pas vrai, mais on a des cas, et on sait que c'est vrai, que la directive de nombreux fonctionnaires aux citoyens qui voyaient arriver le 30 avril, on les a, puis Ottawa a dit, pas Ottawa, Québec a dit, on va vous donner jusqu'au 30 mai, un mois de plus. Sauf que si Québec donne un mois de plus, puis qu'Ottawa ne donne pas un mois de plus, dans la mesure où tu ne fais pas 2 fois tes impôts, le mois de plus de Québec ne sert absolument à rien, évidemment. Et là, on dit aux citoyens qui a vu, qui s'est fait imposer une cotisation sur un revenu de prestation canadienne d'urgence, affectueusement appelé PCU,
de 3 000, 5 000 ou 13 000 $. Puis là, on dit, ben là, tu me dois 1 500 ou tu me dois 6 000 $ d'impôt là-dessus. Puis tu dis, ouais, mais je ne l'ai pas eu. Je le sais que tu ne l'as pas eu, mais paye l'impôt pareil pour le fraudeur, puis on va t'arranger ça après. Et là, évidemment, le bon citoyen va se gratter la tête, puis il va se dire, est-ce que le gouvernement qui me dit qu'il va peut-être me rembourser l'impôt que je vais payer et que je n'aurais pas dû payer, est le même qui, avec le système de paye Phoenix, n'est pas capable de payer son monde depuis des années déjà? Depuis quand est-ce qu'on dit à un citoyen, peux-tu perdre ton supplément de revenu garanti, peux-tu perdre ton remboursement de TPS, puis payer les impôts pour un bandit qui a piqué ton identité, puis nous autres qui avons de la misère à différencier notre main gauche de notre main droite, on va l'attraper, puis ce jour-là, fais-nous confiance, on va te renvoyer tes sous. Ça n'a absolument aucun sens. Et c'était tellement gros, et ça pouvait tellement susciter une certaine colère qu'il ne faut pas envoyer des blanchettes et des terriens là-dedans. Alors, on avait un Luc Desilets qui a été beaucoup plus chirurgical, qui est capable de présenter les choses avec une bonhomie au sens positif du terme. Il y a une sagesse dans la candeur bienveillante de Luc. D'abord, la sagesse, c'est crédible. Il a l'air aussi vieux que Louis Plamondon, que, tu sais, on ne veut pas... Louis, ça y fait bien. Louis a l'air de faire ses 63 ans, tu sais, mais bon, Luc, tu sais. Mais il y a une espèce de sagesse bienveillante. On sait que cet homme-là, et il le fait, là, il fait partie de ce que j'appelle le camp du oui, comme WE, l'immeuble où on demeure ici à Gatineau. Quand on a le droit, parce qu'on ne l'a pas présentement, presque tout le monde passe chez Luc. Même moi qui ne vais jamais chez personne. L'organisation le savent, là, demandez pas à Yves-François de rentrer chez quelqu'un. Il ne rentre pas dans la maison. Moi, je n'aime pas ça rentrer dans la maison du monde. Je me sens comme un intrus. Bien, j'ai été chez Luc 2 fois, peut-être 3, parce qu'à peu près tout le monde est là. Fait que si tu veux faire une réunion du caucus que tu n'as pas appelé, tu vas chez Luc Desilets au 5e étage, tu as la moitié du caucus qui va être là un beau mercredi soir. Christina ne manque jamais le rendez-vous. Il y a toujours du vin. Mais bon, ça, je ne voulais pas élaborer, là, mais je vous donne le truc. Et c'est l'endroit où les gens jasent. C'est l'endroit où des gens qui ne se connaissaient pas se sont connus. C'est l'endroit où les gens se sont sentis accueillis de façon chaleureuse, amicale et sans façon. Et moi, je suis allé une autre fois parce qu'un de mes plus vieux amis que je connais depuis une époque tellement ancienne qu'on pourrait comparer mon âge à celle de Luc, à celui de Luc, pardon, qui est un grand ami de Luc aussi, puis on s'est vu là, puis c'était fort touchant et fort agréable. Et moi, j'ai connu dans ces circonstances-là un homme à qui je dirais qu'il est trop discret. Luc pourrait être moins discret. On pourrait en prendre plus. On pourrait le regarder davantage se déployer comme parlementaire avec un style dont on veut que ce soit une signature du Bloc québécois. Pas belliqueux, pas agressif, pas vindicatif, pas dans le but de faire mal à quelqu'un, mais de faire du bien à beaucoup de gens. Et ça, c'est un élément dont je pense que dans ce contexte-là, Luc est une inspiration. Puis Dieu sait que ça peut nous venir n'importe quand dans un Parlement où, dans le meilleur des cas, ton vis-à-vis, c'est pas supposé être un adversaire, c'est assurément pas un ennemi, malgré des tentations. Ton vis-à-vis va sortir une feuille dont le contenu va être aussi plate que la forme, indépendamment de ce qui est la question. Moi, je le vis au quotidien en période de questions. M. Trudeau n'improvise certainement pas ses réponses. Il les lit, et encore avec difficulté. Il nous faut davantage de cette espèce de patience. Ces jours-ci, il y a plusieurs enjeux auxquels on est confronté parce qu'on sait que la semaine prochaine, on rentre pour un dernier rélan de 4 semaines au Parlement. Durant ces 4 semaines-là, on va revenir encore une fois avec ce qui a également été une signature du Bloc québécois qui veut faire la politique d'une façon constructive et positive. Ça ne veut pas dire de ne pas faire de reproches à quelqu'un quand on pense que c'est mérité, surtout quand il y a des gens qui se les magasinent à temps plein, les reproches, mais parce qu'on veut sortir des enjeux avec des solutions. Rappelez-vous de l'aluminium, rappelez-vous de la crise ferroviaire, la subvention salariale, qui est le programme le plus important de la lutte économique à la pandémie, est une idée qui a été amenée par le Bloc. On a une contribution positive.
Et là, on était confronté à un problème qui était, à bien des égards, typiquement et profondément québécois. J'en parlais ce matin avec Sophie Durocher à Cube Radio. J'ai déjà sévi dans le domaine des arts et de la culture, puis après ça, j'ai sévi dans le domaine des communications. Ils ont dit, on peut-tu se débarrasser de lui? Ils m'ont envoyé au Bloc québécois. Et le Canada, dans la grande époque du star system québécois, le Canada enviait beaucoup au Québec le fait qu'au Canada, les magazines les plus lus sont américains. Au Canada, les télévisions les plus regardées sont américaines. Au Canada, la musique la plus écoutée, elle est américaine. Au Québec, ça s'effrite à l'heure actuelle. Ça s'effrite douloureusement à l'heure actuelle. Mais la télévision la plus regardée, elle est québécoise. Les magazines les plus lus sont québécois et la musique la plus écoutée est québécoise. Et ça, ils nous l'enviaient beaucoup. La singularité linguistique du français est une protection pour les Canadiens anglais contre l'hégémonie culturelle américaine. Et je ne suis assurément pas de ceux qui prétendent que le Canada n'a pas de culture autre qu'américaine. C'est complètement faux. Ils ont une culture canadienne qui leur est propre et même les États-Unis ont différentes cultures. Je ne suis pas convaincu qu'on invite au même party quelqu'un qui vit à Dallas, au Texas, et quelqu'un qui vit à Sacramento, en Californie. Ça se pourrait qu'il y ait des plus grands écarts culturels quand quelqu'un qui vit à Montréal et quelqu'un qui vit à Toronto. Mais la richesse culturelle du Québec était telle que le Canada l'enviait. Et l'autre élément qui était fondamental, c'est que le Québec s'était donné des outils pour faire découvrir ses artistes, et ces artistes s'exprimaient généralement, pas exclusivement, on ne demanderait certainement pas ça en français. Une des manières de protéger ça était de faire en sorte que la propriété des entreprises de télécommunications au Canada, ne peut pas être trop aride, mais c'est quand même un enjeu important, soit canadienne, protégée. La première version de la loi sur la radiodiffusion du ministre Guilbeault ne protégeait pas la propriété canadienne des entreprises, ne protégeait pas l'accès à la nouveauté sur les grandes plateformes internationales qui opèrent au Canada et ne protégeait pas le ratio de français dans le soutien à la création comme dans la présentation de la nouveauté. C'est le Bloc québécois, par la voix de Martin Champoux, dont je ne sais pas s'il est parmi nous ou pas, mais il est là, il est là. Bonjour, Martin. Là, je vais arrêter de dire des compliments à Martin parce que ça n'aura plus de bon sens. La prochaine fois qu'il va débarquer chez lui, qu'il va lui faire payer les 8 bouteilles de vin. Sauf qu'il a fait une maudite belle job. Et tant et si bien que lorsqu'on s'est rendu compte que la loi avait beaucoup, beaucoup évolué, le milieu culturel a pris le téléphone. Il y en a quelques-uns qui avaient encore mon numéro. Ils ont tous le numéro de Martin. Ils ont le numéro de Jean au cabinet. Et il y a des gens d'horizons très différents qui sont mis à appeler et disent il faut que ça passe, il faut que ça passe. Puis je leur disais la réalité, c'est que dans l'état actuel des choses, ça ne passera pas. Et là est venue l'idée de faire pour la deuxième fois une exception que je considère quand même comme une exception grave. Le Bloc québécois a toujours été farouchement opposé au bâillon, à la restriction de la liberté de parole des parlementaires. Mais dans un premier cas, il y a quelques semaines, sur l'aide médicale à mourir, qui, encore une fois, ne serait pas adoptée sans le Bloc québécois. C'est un des nombreux éléments de notre bilan. À l'aide médicale à mourir, j'ai dit, écoutez, à mon corps défendant, j'accepterais un bâillon. Ça a débloqué le dossier. Et en fin de semaine, j'ai dit la même chose pour le projet de loi sur la radiodiffusion. Pourquoi? Parce que si ce n'est pas adopté à la fin de la session actuelle, ça ne le sera pas. Point. Les artistes québécois en ont besoin. La langue française au Québec en a besoin. L'avenir de notre système de télécommunication en a besoin. Il y a bien sûr des imperfections. Ce n'est pas complété comme exercice, mais c'est nettement un progrès. J'ai dit, OK, cette fois-ci aussi, on serait prêt à faire adopter une loi avec des restrictions sur la durée des interventions des élus. Le Bloc québécois joue ce genre de rôle-là. Je voulais vous parler de ça parce que on a tendance à voir les arts en termes de financement. C'est sûr qu'il y a des enjeux de financement. Quand j'étais dans ce milieu-là, il y a beaucoup de gens qui me disaient, des jeunes en particulier, je veux devenir chanteur, qu'est-ce que je peux faire parce que j'étais producteur. Je leur disais, en as-tu besoin? Pas dans le sens McSween du terme, dans le sens que la possibilité et la probabilité de faire carrière en chantant est très, 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 très faible. Beaucoup, beaucoup d'appelés, très, très peu d'élus. Tu sais, en as-tu besoin? Un artiste, c'est quelqu'un qui a besoin que ça sorte.
quelqu'un qui ne peut pas garder ça en dedans. Si tu en as besoin, oublie les paramètres de commerce, d'argent, de ci, de ça. Exprime-toi, fais sortir ça. Et le talent traverse toujours. Et s'il y a quelqu'un dans notre caucus qui comprend ça, à part Caroline Desbiens, qui elle-même est une artiste exceptionnelle, c'est Luc. Je ne sais pas si Luc est un grand photographe ou pas, mais c'était très amusant en campagne électorale quand on prenait des photos de tous les candidats. Luc n'était pas dans la photo parce qu'il se mettait en avant pour prendre des photos des autres candidats. Là, il fallait dire, non, non, Luc, laisse le Kodak, viens ici. Et il nous en a fait beaucoup. Et j'en ai. Mais Luc est tombé dedans étant petit. Et il est un de ceux parmi nous qui connaît le mieux l'héritage que quelqu'un laisse à notre patrimoine. Son père était un fabuleux photographe dont on a des photos dans la salle de réunion puis dans les bureaux à Ottawa, qui était capable, à travers l'objectif d'une caméra, de faire passer une émotion grosse comme un train. L'incroyable photo de René Lévesque avec un petit gars qui pointe au loin. Lévesque n'était pas le genre de gars à l'avoir calculé. Hein. Il fallait que quelqu'un soit capable de la croquer, cette photo-là. Puis c'est Antoine Desilets qui a fait ça. Il n'a pas passé tout ce train d'émotions-là seulement par la photo. Moi, je ne l'ai pas connu, mais il a passé un énorme volume d'émotions pures, brutes, saines, enviables, par le biais de son fils. Et il faut que tout le monde dans le caucus, mais je pense qu'on le fait volontairement ou pas, qu'on reconnaisse ce côté attachant, imparable de Luc. Et lorsque les gens vont faire le grand X, et ce n'est pas celui de la prochaine élection, quand les gens vont faire le grand X, ils vont le faire d'abord par émotion. On pourra expliquer l'indépendance, préférablement qu'à la crier, ça ne sert pas beaucoup. On pourra répondre à toutes les questions des gens et répondre encore. Sur une base strictement rationnelle, on n'y arrivera pas. On va y arriver parce que les gens vont se reconnaître et vont avoir un sentiment, une sensation, un désir ou une confiance en nous autres. Je pense que chacun des députés et des candidats du Bloc québécois a le talent de susciter cette espèce de confiance, mais peu long avec cette espèce de bienveillance généreuse qui est une caractéristique de Luc Desilets. Tu as pris un comté qui n'allait pas bien, une organisation qui était incertaine, et tu en as fait un comté résolument bloquiste. Tu as ramené l'esprit des patriotes à Saint-Eustache. Et bientôt, tu vas devoir aller non seulement le rechercher, mais t'assurer que ce monde-là va faire partie de notre lutte jusqu'à ce qu'on fasse ce pourquoi on ne doit jamais oublier qu'on est là. Et ce pourquoi-là, je me permettrai de citer Pierre Bourgault, que ton père a certainement photographié à plusieurs reprises. On n'est pas là pour faire mieux que les autres, on est là pour faire autre chose. Et cette autre chose, ça s'appelle l'indépendance du Québec. Alors, mon cher Luc, content que tu sois de nouveau avec nous pour la course, bien que je n'en doutais point. Et content que vous ayez été là tout le monde. Je m'excuse encore pour mon retard et mon délai. Merci encore, Christian, d'avoir pris le relais. On se revoit assurément bientôt. Ça a l'air qu'on va avoir le droit bientôt de se voir. Soyez assurés que je vais refaire le tour, que je vais aller partout et que dans mon partout, il y aura bien sûr Rivière-des-Mille. Merci tout le monde.